Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un débat autour du trading. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je suis avec trois invités qui représentent un petit peu le panel des followers sur la chaîne. On a quelqu'un de très expérimenté, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de débutant, va-t-on dire, en trading. Ce sont trois membres de l'école Livestream Trader. J'ai la chance d'être accompagné de Mathieu, Jean-Philippe et Thomas dit TomTom sur ma chaîne pour ce débat, pour parler un petit peu trading ensemble. On va vraiment balayer un petit peu tous les sujets. Alors juste avant, je m'excuse, je suis encore un tout petit peu malade. Donc désolé, je parle un petit peu du nez, mais j'espère que ça va quand même bien se passer. Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par Mathieu, Jean-Philippe, puis TomTom. Si vous pouvez nous faire un petit mot sur vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi le trading? D'où vous venez? Etc. À toi de jouer, Mathieu. Salut à tous. Moi, on m'a déjà vu dans un interview avec toi, donc j'ai déjà dit pas mal de choses. Ceux qui me connaissent pas, voilà. Je vis en France, dans le nord de la France. J'ai mon entreprise. J'étais boulanger il y a des années dans l'entreprise familiale. J'ai monté une pizzeria et je fais du trading avec toi depuis 5 ans. Donc voilà, je suis rentré. J'ai découvert un peu le trading avec des mecs. Un peu les publicités sur Insta, etc. Tu vois, pendant le Snapchat, etc. Pendant le Covid, c'est là où je cherchais d'autres business à faire. Hein. Et voilà, là, ça fait 5 ans que je trade avec toi et c'est très bien. Je pense qu'on va en parler après de ce qu'on fait. On parlera de tes succès, de ce que tu as réussi à mettre en place, de tes objectifs. Ton âge, c'est important. J'ai 36 ans. 36 ans. 36 ans. Super. On est avec Jean-Philippe. Est-ce que pareil, tu peux te présenter un petit peu? Enchanté. Et, du coup, je m'appelle Jean-Philippe. Moi, j'ai 47 ans. Je vis à Koh Samui depuis bientôt 1 an et demi avec ma femme et ma fille. Du coup, ma fille va à l'école ici à Koh Samui et ma femme aussi bosse en ligne. À l'école aussi, non? Non, elle va plus à l'école, mais elle bosse en ligne d'ici de Koh Samui et voilà. Et du coup, je suis dans le trading et dans Livestream Trader depuis à peu près 1 an, un peu moins d'1 an. Toi, t'es dans quel domaine à la base? À la base, je m'étais un peu plus depuis 2021 intéressé à la crypto. Okay. Et du coup, j'ai pris quelques formations dans la crypto, mais bon, j'ai eu aucun résultat, à part si en investissant dans des cryptos, mais sur du long terme. Et mais sinon, le trading, vraiment, j'ai découvert le vrai trading, on va dire, en janvier, en arrivant dans l'école, quoi. Ok. On va parler de tes succès. On a eu un très récemment. Ouais. Et on va en parler. TomTom. Bon, je sais pas si je dois le représenter sur la chaîne. Ça doit être la 19e vidéo qu'il fait. Vous le voyez très souvent sur mes réseaux, mais quand même, je t'en prie. Bon, moi c'est TomTom, profil on va dire plutôt entrepreneur depuis que je suis tout jeune, et dans le trading depuis 2004, donc ça fait 20 ans que je suis sur les marchés financiers. C'est une passion pour moi, donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça pendant cet entretien, on va dire. Yes, alors le trading finalement c'est très très vaste, ça veut tout dire et rien dire en même temps parce qu'il y a énormément de styles différents. Il peut y avoir de l'investissement sur les actions à très long terme, du scalping à très court terme, du forex, du gold, des indices, c'est assez vaste. Je vais vous poser une question qui est pas une question piège, mais voilà, vous allez devoir réfléchir un petit peu. Si jamais vous rencontrez quelqu'un ce soir ou demain qui vous demande ce que vous faites exactement en trading, mais que cette personne n'y connaît absolument rien, qu'est-ce que vous allez lui dire? Mathieu. Moi, mon image, ça va être... j'ai appris à trader des setups très particuliers. Et mon but est j'analyse des graphiques, je patiente mon setup et j'applique ma méthode, ta méthode, celle que j'ai apprise avec toi. Et voilà, je prends mon trade, mon setup, je le connais par cœur et j'applique les mathématiques. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Donc j'ai appris ça avec toi. Au début, j'avais pas cette approche-là, je voulais juste gagner de l'argent. Donc pour moi, le but était juste de faire une journée positive, gagner de l'argent. Maintenant, j'ai une approche qui est complètement différente. C'est des setups bien précis, uniquement ça. Comme si je regardais un ciel étoilé et j'attends une étoile filante et je parie une certaine somme sur cette étoile filante-là et uniquement que ça. C'est une très bonne image, effectivement. Moi, ce que j'essaye de vous enseigner au sein du programme, c'est d'essayer de vous détacher des résultats court terme. C'est pas évident parce que tout le monde fait du trading dans un but de faire des profits. Mais effectivement, Mathieu l'a bien imagé. Dans notre stratégie, on sait que les mathématiques vont faire qu'on va gagner de l'argent. Ça va être la conséquence
de nos décisions. Mais notre boulot, finalement, c'est un peu bête, mais c'est pas de gagner de l'argent aujourd'hui. C'est d'essayer de détecter un setup que l'on connaît et d'essayer de l'appliquer, de prendre un trade en fonction de ce setup-là et de faire en sorte que ce trade aille à l'objectif ou au stop loss. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer à quelqu'un de néophyte ce qu'on fait. Les gens en trading, ils ont vu le Loup de Wall Street, ils ont quelques idées reçues, ils pensent qu'on passe 10 heures devant les écrans à faire 36 000 trades. D'ailleurs, quand on débute le trading, c'est ce qu'on fait, on fait 40 trades par jour. Et puis voilà, s'ils ont pris un stop loss, ils vont essayer de le rattraper, etc., etc. Toi, Tom, comment tu pourrais résumer ce qu'on fait, sachant qu'on utilise l'analyse technique pour prendre des décisions? Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de l'économie, mais voilà, on regarde des graphiques. Comment tu le résumes? Moi, avec le trading, je le résumerais où on a des configurations graphiques et le but, ça va être de rechercher cette configuration graphique sans essayer de s'attacher à un résultat. C'est plutôt un jeu de recherche. C'est un peu le où est Charlie dans une BD. On va chercher Charlie, une fois qu'on l'a, on appuie. Une fois que c'est appuyé, bon, après, je dirais c'est le marché qui va décider. Mais en soi, là, la première chose quand on parle du trading, les gens disent c'est du casino. Parce que c'est toujours été, on voit les médias parlent souvent trading, c'est du casino, alors que pas du tout. Même les pros, les mecs qui travaillent dans les fonds d'investissement, ça a rien à voir avec ce qu'on fait. D'ailleurs, souvent, je vois sur les forums, etc., les gens comparent le trading indépendant pour compte propre et les fonds d'investissement, comparent les perfs entre les deux, comparent l'activité, ça n'a rien à voir. Un trader de banque, il trade pas son argent, il est là pour exécuter des ordres, il a une mission bien précise. Nous, on a toutes les casquettes, on est analyste, gestionnaire de risque, trader, et on traite notre argent ou l'argent des propres firmes en tout cas, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc on peut pas comparer les deux. Pardon de t'avoir coupé. Tu disais donc que ces gens pensent qu'on est des gamblers. Voilà, c'est-à-dire on est souvent sur le jeu du casino, parce qu'en gros, parce que c'est pour les gens c'est complètement abstrait. Le trading aujourd'hui c'est quelque chose qui est waouh. Alors qu'on pourrait le résumer à dire que c'est un peu comme tout. On va apprendre une méthode qui peut être la tienne. On a des méthodes qui sont différentes tous les deux. Reconnaître des configurations sur un graphique et se dire si la configuration elle match avec tous les critères qu'on a définis nous, on rentre en position. Voilà. Après ça gagne, ça perd. Après c'est un jeu de probabilité. Tu as déjà répété plein de fois, mais le trading c'est ça aujourd'hui. C'est plus quelque chose qui est complètement détaché du gambling. C'est plutôt quelque chose qui est assez redondant, qui peut être un peu ennuyant en termes de process parce qu'on fait toujours la même chose tout le temps et qui est juste un jeu de patience. Avec des émotions quand même qui font ça, parce que je parle pas des émotions. Quand on est en position, quand c'est pas loin du SL, quand c'est pas loin du TP, quand on est BE, quand on a une situation d'un stop qui va derrière remonter ou redescendre à notre take profit, on a quand même les émotions qui font ça et c'est ce qui joue parfois des tours. Moi je le définirais effectivement comme ça. Je dirais que c'est un jeu, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est une activité sur laquelle on doit reconnaître des configurations qu'on connaît, tenter de les exploiter, avoir la capacité de gérer ses émotions pour toujours gagner plus que ce qu'on perd et faire en sorte qu'à la fin de l'année on gagne des sous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Complètement. On va parler un petit peu des types d'actifs qu'on peut trader. Je pense que ça intéresse les gens. Moi je fais principalement que des indices américains. Pourquoi? Parce que le forex, je trouve ça m'emmerde, c'est très volatile. Les actions, j'en fais aussi un petit peu à long terme, mais forcément, c'est un résultat qui est plus long. Mais les indices américains, je suis très à l'aise avec ça. Est-ce que, Tom, tu peux nous dire ce que tu traites, toi, par exemple? Moi, je suis quelqu'un de très spécialisé. C'est que le Nasdaq. Voilà, pourquoi? Parce que c'est un asset que je connais très bien, dans la façon dont il bouge, la psychologie qui est sur l'actif. Donc, je me concentre que là-dessus. Et ça suffit largement pour faire mes objectifs que je me fixe. Après, je fais un tout petit peu d'action à côté, mais c'est vraiment en parallèle pour essayer d'avoir un complément sur une vision qui est plutôt investissement très long terme que purement trading à très court terme trading, on va dire, c'est 2-3 semaines maximum. Là, les actions, on va dire, c'est plus sur annuellement ou même beaucoup plus long sur d'actions de rendement. Toi, Mathieu, est-ce que tu as déjà tradé autre chose que les indices américains dans ton expérience de 5 ans? Est-ce que tu as déjà fait d'autres actifs? Au début, je voulais tout trader. Le but était de gagner. Donc en fait, le but était de prendre le maximum de positions, puisque si tu prends beaucoup de trades, tu vas gagner beaucoup d'argent. Ça paraît logique au début, puisque techniquement tout va passer, tu vas gagner. Aujourd'hui, l'approche est complètement différente. J'ai compris cette approche mathématique avec toi. Au début, j'avais pas compris ça. Donc j'ai compris cette approche mathématique avec toi. Et là, ce que j'aime faire, c'est les indices US l'après-midi, dans les horaires françaises. 15h30, 18h, voilà, on va dire.
être concentré uniquement sur les indices américains et laisser parler les mathématiques uniquement pour les indices américains. À côté, j'aime faire de l'action, tu vois, et comme ça sur du long terme. Et pareil, je laisse les mathématiques parler uniquement pour les actions. Les choses sont différentes. C'est deux activités différentes pour toi. Alors, question qui fâche, entre guillemets. Est-ce que vous êtes des traders rentables, les gars? Moi, oui. Je suis rentable. Au début, non, du tout. Je te dis. Raconte-nous un petit peu, voilà, comment ça s'est passé. Par quoi tu es passé avant d'atteindre cette rentabilité? Moi, je pense que je suis passé par un peu toutes les phases. J'en ai déjà parlé dans une dernière interview. J'avais dit pour moi, il fallait cocher certaines cases. Enfin, il faut faire des erreurs. Donc, je pense avoir fait pas mal d'erreurs et avoir appris de mes erreurs. Il y a des erreurs qu'on est obligé de faire. Alors, quoi, par exemple? À quoi tu penses? Bon, il faut s'envoyer en l'air. Hein. En fait, il faut apprendre, il faut tilter pour ne plus retilter. Il faut faire des erreurs. Moi, je l'ai dit une fois. Je me souviens, avec toi, on a pris un trade. On a acheté un setup. Tu vois, on a acheté un setup. J'ai pas accepté de perdre. C'est-à-dire que lorsqu'on s'est fait SL, le marché est retombé, mais moi j'ai vendu directement. Je me suis dit de toute façon, comme ça, moi j'ai pas gagné à la hausse, je vais gagner à la baisse. Je vais rattraper. Voilà. En fait, pour moi, je voulais avoir raison chaque jour. Je voulais gagner tous les jours parce que j'acceptais pas de perdre. C'est vrai qu'avant, tu vois, avant j'étais salarié. Et tous les matins, je me levais pour aller travailler, mais je savais que chaque journée était positive. Je ne me serais pas levé pour aller perdre de l'argent. Et là, avec le trading, j'ai découvert ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir appliquer sa méthode, peu importe. Tu vois, l'autre fois, on gagne, on perd, peu importe. Il faut être comme un robot, pas d'émotion, prendre son setup, respecter la méthode, mettre une discipline autour de tout ça. Et puis, voilà, il faut retirer beaucoup d'émotions. Et ce sont que des décisions prises avec des critères c'est ça, très précis pour suivre la méthode. Avant de parler de leur succès, je pense que c'est important de parler des échecs, parler des erreurs. Et pourquoi moi je vous parle autant des stop-loss, des choses comme ça? Parce que en plus de 10 ans d'expérience, j'ai compris ça. Le trading, c'est pas tout le temps gagné. Le trading, c'est pas tout ce que je fais, ça marche. Et je sais que vous êtes là en train de regarder YouTube, les réseaux sociaux, différentes personnes qui vont vendre un peu tous leur popote, proposer leur méthode, etc., etc. Et beaucoup d'entre vous pensent que un pro, c'est quelqu'un qui perd jamais. Un pro, c'est quelqu'un qui a toujours raison. Et finalement, quand vous allez vous y mettre et que de temps en temps ou plus régulièrement, ça ne va pas fonctionner, vous allez vous faire stopper, vous allez vivre ça comme un énorme échec, ça va faire mal à votre ego et ça va vous tenter de faire des bêtises, c'est-à-dire essayer de rattraper instantanément et tilter. Aujourd'hui, je vous le dis, je perds certainement en pourcentage un plus grand nombre de fois que vous. Je perds plus de temps aujourd'hui sur 100 trades qu'il y a 7-8 ans. Parce que il y a 7-8 ans, mon objectif, c'était exactement comme ce que Mathieu a dit, c'était d'essayer de faire en sorte de ne jamais perdre et d'avoir que des journées gagnantes, ce qui est évidemment impossible. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'appliquer ma méthode à la lettre et de faire en sorte que les mathématiques puissent fonctionner. Donc, clairement, c'est un énorme pas en avant d'accepter ça, de se dire, OK, quelle que soit la stratégie que j'utilise, que ce soit la mienne, que ce soit ICT, Ishimoku, peu importe, du scalping, du plus long terme, j'applique. J'accepte si ça ne marche pas. Par contre, quand ça fonctionne, j'essaie de gagner 2, 3, 4 fois plus. Moi, aujourd'hui, je suis rentable. Pourquoi? Parce que sur mes trades gagnants, j'ai un ratio moyen de 3. Ça veut dire que je gagne 3 fois en moyenne ce que je perds. Donc, statistiquement, je peux me permettre de gagner que une fois sur 3 et ça fera gagner des sous à la fin. Donc, toi, TomTom, ton rapport à la perte comme ça, est-ce que tu peux nous en parler? Toi, tu as une méthode un peu différente. Tu es plutôt sur de l'ultra scalping. Mais pareil, quand tu as un trade qui passe pas, tu pètes pas un câble. Après, c'est avec le temps, au démarrage, en fait, ce qu'a dit Mathieu, c'est très bien, c'est qu'il faut perdre pour savoir gagner. Parce qu'à un moment, il faut que tu encaisses des grosses pertes pour qu'émotionnellement, tu comprennes que de toute façon, la perte fait partie du jeu, on peut pas gagner 100%. Et après, en fin de compte, quelque part, on s'en fout de combien de pourcentage tu perds. Parce que ça va dépendre, quelque part, combien tu gagnes à la fin. Quelqu'un peut perdre 99% du temps, et avec le 1%, faire un trade qui fait gagner plus qu'il a perdu sur les 99 autres trades. Donc en fait, le taux de perte, voilà, c'est une des premières choses d'ailleurs que les gens posent aussi comme question, c'est combien de fois tu perds. Je me permets, ça me fait rebondir sur quelqu'un qui m'a contacté sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps et qui m'a dit je regarde tes vidéos YouTube d'il y a 5-6 ans, je comprends pas, t'as un meilleur taux de succès. T'es à 76% de TP. Aujourd'hui, je vois 35% de TP.
c'était moins bon qu'avant. Oui. Et c'était une réflexion logique. Ma méthode, elle a aussi évolué avec le temps. Je vais voir ces anciennes vidéos, effectivement. Techniquement, voilà, j'étais déjà assez bon, j'arrivais à avoir les belles zones, les bons setups, etc. Mais je gagnais peut-être plus souvent, mais j'avais un ratio moyen qui était beaucoup plus faible. Je vois où je suis sorti sur des trades que j'ai encore laissés sur ma chaîne, où je vois que ça redescend un peu, je sors. Et j'ai un ratio moyen de 1,4, je crois. Donc il me fallait un très gros taux de succès pour être rentable. J'ai vu aussi qu'il y a certaines casquettes sur ce track record que je présentais, qui était de 2017 ou quelque chose comme ça. Et effectivement, cette année-là, j'ai fait une très très bonne année, mais grâce au fait que j'ai eu peut-être un peu plus de réussite que d'habitude. Et effectivement, maintenant, j'ai un moins bon taux de succès, mais mon trading est beaucoup plus serein, mon ratio moyen est de 3, et je pense que mon approche aujourd'hui, et comme tout le monde, hein, on évolue, elle est beaucoup plus pérenne. Et ça me faisait penser à ça parce que ce monsieur, il n'avait pas compris ça. Et c'est normal. Quand on débute, un trader qui gagne, c'est un trader qui gagne tout le temps. Tu vois ? Et j'en parle, j'insiste souvent sur mes réseaux par rapport à ça, parce que moi, je suis passé par là où vous êtes passé. Je suis passé aussi par là où vous êtes passé, et vous êtes passé par là où ils sont passés, où peut-être ils vont passer. Et donc, encore une fois, je dis pas le trading, c'est perdre. Le trading, c'est accepter les mathématiques et c'est faire en sorte qu'elles puissent fonctionner. C'est-à-dire appliquer sa méthode, accepter quand ça marche pas et faire en sorte que ça gagne plus quand ça passe. On va parler un petit peu des succès plutôt que parler pendant une heure des pertes. C'est intéressant les pertes. C'est intéressant, non mais il faut le dire. C'est le plus important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de propres firmes, beaucoup sur ma chaîne parce que c'est un beau moyen d'accéder à du capital. D'ailleurs, quel est votre avis sur les propres firmes ? Tom, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Est-ce que c'est de l'arnaque ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce qu'il faut y aller à fond ? Est-ce qu'il faut faire attention ? Qu'est-ce que tu en penses des propres firmes ? Les propres firmes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui était avant pour les professionnels, après qui est passé dans le cadre un peu plus des retail, du particulier. En soi, on parle pas de gens qui veulent essayer d'arnaquer, on parle vraiment de la propre firme en tant que offre. Tous les domaines, des bons, des moins bons, voilà. On va partir sur... Ça peut être un bon effet de levier pour quelqu'un qui a très peu de capital, parce qu'il peut, grâce à ça, un peu comme une banque, arriver avec, en passant un challenge, donc d'investir 10 et de récupérer, on va dire 100, donc d'avoir des résultats ensuite sur 100 et plus sur 10. Donc en ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. La deuxième chose qui peut être positif aussi, c'est qu'il y a pas mal de règles sur les propres firmes à respecter. Donc ça peut pousser aussi à avoir une certaine discipline qui est absolument, je dirais, très très importante pour un trader, indispensable, c'est le mot que je cherchais, pour arriver à être rentable sur le long terme. On parle pas sur une année, mais avoir des résultats qui sont plus ou moins toujours les mêmes d'année en année. Donc pour moi, je pense que les propres firmes, c'est quelque chose qui est positif. Après, il faut pas trop non plus les sacraliser, parce que ça reste quand même des choses qui sont très difficiles, et que à terme, moi je préfère gérer mon propre argent, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire dans les propres firmes, mais en soi, pour des personnes qui débutent ou qui veulent optimiser, d'avoir des comptes, pour moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Déjà, oui, parce que tout le monde n'a pas 100 000 ou 200 000 ou 500 000 à poser en trading. Et moi, ce que je dis, pour moi, c'est un effet de levier. C'est-à-dire que quand vous obtenez un compte propre firme chez X avec 100 000 $ sur ce compte-là, vous avez jamais 100 000 $. Vous avez ce qu'on appelle le drawdown, le droit de perte. Chez Topstep, ça va être X, chez FTMO, il va être différent, chez Woodgate encore différent, mais c'est le drawdown auquel vous avez accès qui va vous donner cette puissance, justement. Et en effet, ce qu'il faut regarder finalement, souvent on compare la perf que l'on fait sur les comptes propres firmes vs le capital qu'on a soi-disant à disposition. Mais c'est pas ça. Ce qu'il faut faire, le vrai calcul, c'est combien ça t'a coûté le compte propre firme, combien tu as retiré de ce compte-là, et il est là le pourcentage à calculer. Un exemple, un 150 000 chez Topstep, ça coûte 150 $ par mois. T'as mis 6 mois à le passer, ça va donc te coûter 1 000 $. Si au final t'as retiré 5 000 $, t'as fait x5. Tu as dépensé 1 000, t'as gagné 5 000. C'est idiot, permettez-moi, de comparer les 5 000 par rapport aux 150 000, parce que ça va ajouter de la pression aux gars. Je le vois, les débutants qui sont financés sur les propres firmes, ça y est, ils se prennent pour Warren Buffett, ils changent leur pseudo Facebook, machin trading, et puis ils se prennent pour Loup de Wall Street. Mais non. Ce qu'il faut regarder, je pense, c'est le coût vs ce que tu as retiré. Et tu l'as dit, c'est un effet de levier incroyable. Et aujourd'hui, avec les histoires de copie, on peut copier des comptes entre eux, etc., notamment sur Topstep. On peut avoir jusqu'à 6 comptes maintenant, plus d'autres propres firmes sur le même logiciel, etc. On peut obtenir 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars en puissance financière. Et effectivement, on joue sur l'effet de levier et c'est proportionnel. Si tu arrives à être gagnant sur un compte à 100 000 et que c'est dupliqué, tu arriveras à être gagnant sur 1 million.
Et effectivement, si tu commences par 1 million, c'est trop gros pour toi et tu vas t'envoyer en l'air. Mais c'est un effet de levier qui est quand même incroyable. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses des propres firmes? Tu as connu un peu l'arrivée des propres firmes. Tu étais déjà dans l'école avant qu'on en parle, etc. Comment tu vois ça, toi? En fait, dès le départ, j'ai compris qu'il fallait acquérir la compétence de gagner des pourcentages. Tu vois. Donc, mon but était de gagner quelques pourcentages, par exemple 10%, 20%, peu importe, en appliquant cette méthode. Alors moi, j'aime bien parler en R. C'est vrai que j'aime bien parler en R parce que pourcentage, chacun va mettre le risque à accepter qu'il veut, mais plutôt combien de fois j'arrive à gagner mon risque dans l'année. Oui, donc l'idée, c'est de faire environ 40 R à l'année. Et comme je trade à 0,5% de mon capital, ça fait 20%. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mon approche était différente parce qu'en fait, j'ai vite compris qu'il fallait apprendre ses compétences de gagner des pourcentages, ne pas les redonner au marché, donc pour dire de progresser dans le temps et de faire grossir petit à petit son capital personnel. Mais surtout, je me suis dit, il va falloir vraiment mettre de l'oseille sur la table pour vraiment commencer à gagner de l'argent. Puisqu'à la base, mon but était quand même de gagner de l'argent pour remplacer mon salaire. Et c'est une erreur. Il faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme une seconde source de revenus potentiels, se garder. En fait, il faut vraiment être serein à côté pour pouvoir trader tranquillement. Limite, il faut pas avoir besoin d'oseille pour en gagner. Tu vois, parce que si tu as besoin de payer tes factures, franchement, le trade il passe pas, que tu te fais stopper, tu l'as vraiment mal. Je me permets. Après, effectivement, c'est ce fantasme qui est omniprésent. Bon, on me le demande tous les jours sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux vivre du trading? Combien de capital il me faut pour vivre du trading? En combien de temps tu penses que je peux vivre du trading? Il y en a même qui me disent, bah, toi, t'es pro, tu partages tes trades en live. Si je débute avec toi et que je fais que de te suivre, je vais pouvoir vivre de ça. Donc, c'est intéressant, l'image, l'idée reçue. Et je suis pas en train de dire que ce n'est pas possible de gagner de l'argent. On peut gagner beaucoup d'argent en trading, et c'est ce que tu es en train de dire. Mais ça doit pas être sa source de revenu principale. Ça doit pas être ce qui doit permettre de bouffer et de payer les factures, parce que sinon la pression, elle est beaucoup trop forte. C'est ça que tu es en train de nous dire. Au départ, j'ai vite compris qu'il fallait faire un petit compte perso pour apprendre dessus, tu vois. Et après, je me suis dit, il va falloir vraiment mettre de l'oseille pour générer de l'argent. Commencer à sortir 100 000 perso pour essayer de faire 20% à l'année, pour sortir 20 000 de bénéfices à l'année. Et risquer 100 000. Et risquer 100 000. Donc voilà. Après, on a eu les propres firmes. Je me souviens, on avait un délai puisqu'il fallait le passer en un mois. Au départ, pour ceux qui n'ont pas connu ça, sur FTMO notamment, on avait 1 mois pour passer la phase 1. Ça veut dire que si au bout de 3 semaines et demie, t'étais pas à l'objectif, t'avais pas trop le choix d'envoyer le senior. Ah, c'est clair. Et donc, du coup, j'avais commencé par Non, j'ai fait une erreur dès le départ. En fait, dès le départ, je me suis dit, c'est pas compliqué, on fera de l'oseille avec un gros capital. Donc, ce que j'ai fait, je me suis mis full challenge, tu vois. Ras la gueule. Ras la gueule. Donc, et en fait, c'était une erreur parce que j'ai eu énormément de pression. Et comme il y avait ce temps d'1 mois pour valider tout ça, c'est vrai que, par exemple, lorsque tu disais dans un live, bah écoutez les gars, aujourd'hui, il y a rien à faire. Donc en fait, ne pas prendre de position. En fait, on prend pas de position, mais on prend énormément de décisions, puisque en fait, on regarde le marché, il y a un beau setup qu'on connaît par cœur, mais les règles font que il y a un contre-argument. Donc ne pas rentrer dans une situation technique, c'est aussi une décision et c'est aussi du trading. C'est ça. Moi, pareil. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, avec ce temps imparti d'1 mois, il y avait une pression phénoménale parce que quand t'as claqué 2000 balles de challenge et qu'au bout d'1 mois il te reste 2 jours pour faire 8%, bah t'envoies le seigneur. Et en fin de compte, moi j'avais et en fin de compte j'étais dans une position qui était vraiment pas sereine. C'est-à-dire qu'en fait limite j'ai sorti de l'argent personnel pour dans l'espoir de vite remplir. Comme excuse-moi, comme tout le monde, quand on démarre, les gens, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils regardent FTMO, par exemple, ou We Get Funded. Il y a des comptes à 10 000, il y a des comptes à 200 000. Je vais prendre le 200 000. Parce que si je fais 10%, je vais faire 20 000. Alors que si je fais 10% sur 10 000, je vais faire 1000. Et ils se mettent dans des situations financières où, comme tu l'as fait, j'achète ce compte-là à 1000 balles, ou je sais pas exactement combien c'est, mais peu importe. Et je me mets dans une situation d'urgence où je dois vite passer le challenge, où je dois vite faire des retraits, et puis forcément, s'il y a un coup de drawdown, ce qui est quasiment obligatoire, à un moment donné, tu vas perdre 2-3 trades de suite, PLS. Et là, t'envoies le seigneur.
parce que t'as pas le choix. Et donc toi, t'as vécu ça, mais avec en plus la pression du temps. C'est ça que t'es en train de dire. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis mis dans une sauce. C'est-à-dire que je me suis mis une pression. Une béchamel. Je me suis mis une pression financière, tu vois. Ouais. Donc du coup, au bout de 30 jours, bon ben voilà, le challenge est annulé, il faut repayer. Et là, j'ai compris que ça ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose qui allait pas. Donc du coup, j'ai fait autrement. J'ai pris qu'un challenge pour être plus serein, voilà, et faire les choses tranquillement. Après, on est vite arrivé quand même au sans limite. Ouais, bah ça, ils ont, je pense, marketingement, ils ont compris que voilà, ça pouvait aider encore plus le développement de leur business. Je rappelle, le business des propres firmes, hein, elles gagnent beaucoup d'argent, surtout sur les gens qui passent pas les challenges. C'est comme ça qu'ils payent les gagnants, bien souvent. Et on va pas se mentir, je pense que vous avez bien compris comment ça marchait, mais ça n'empêche pas d'en tirer parti. Mais voilà, ils ont enlevé cette règle-là du temps. Et aujourd'hui, on n'a plus de temps sur TopStep, qui est la propre firme que je vous recommande parce que c'est du futur, c'est américain, ça a 12 ans et c'est sérieux de chez archi sérieux. Bah vous avez pas de temps, c'est-à-dire que si votre challenge vous mettez 6 mois ou 1 an à le passer, bah c'est votre droit et ça ajoute du confort quand même. Alors tes succès, Mathieu, tes succès. Ouais, voilà. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Pour arriver là. Bah écoute, dans la dernière vidéo, j'avais dit que mon objectif était les 1 million. Voilà, t'étais en challenge ça, à ce moment-là. Ouais, ça c'est bon, c'est réglé. Donc moi je suis full top step, d'accord. J'ai financé à combien là? Eh bien, il y a 1.5. Il y a 1 500 000. 1 500 000. 1 500 000. Il y a encore 500 000 de challenge en cours qui avancent tranquillement. Mais j'ai le temps. En plus, voilà, j'ai pas la pression du temps. Du coup, je me suis mis dans une situation financière où je suis à l'aise pour trader. J'ai le temps, tu vois. Je compte pas là-dessus pour manger. Évidemment, le but, c'est quand même de faire des profits et beaucoup d'argent. Mais tu as compris que c'est en accumulant le capital que même en prenant des plus petits risques sur chaque compte, bah, au final, multiplié par 5, 10 ou 15, ça fait des sous. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, là, aujourd'hui, avec sans limite de temps, je suis serein. Je me suis mis dans une situation financière où je suis à l'aise pour trader. Tu vois, par exemple, hier soir. Mais moi, j'ai pas fait la session US. J'ai pris cette décision-là de ne pas trader. Un rendez-vous important. Voilà, j'avais voilà. Du business. C'est ça, tout à fait. Et donc, du coup, mais j'étais à l'aise avec cette décision-là. Et donc, du coup, par contre, j'ai appliqué une autre stratégie. C'est-à-dire que j'ai préféré prendre un compte, tu vois, par exemple, un compte TopStep, le valider. Il y a des pas à pas. C'est ça. Et faire un retrait. Et en fait, avec ce retrait, j'ai financé d'autres challenges. Et du coup, je me suis... Non, c'est pas ton coach qui t'aurait dit ça? Ben si, forcément. Tu as l'air d'avoir un bon coach, celui-là, quand même. Donc aujourd'hui, tu as 1,5 million. Allez, on va parler un peu d'objectifs. C'est quoi, financièrement, avec ce 1,5 million, qu'est-ce que tu estimes être correct si dans 12 mois, on doit faire un bilan et que tu me dis, voilà, j'ai gagné ça ou j'ai perdu ça, mais pour toi, c'est quoi l'objectif avec ce 1,5 million? Alors, l'objectif avec ce 1,5 million, c'est de faire des retraits et de continuer à reprendre des challenges pour toujours faire grossir ce capital grâce aux propres firmes et de développer mon capital personnel, tu vois. Mais en somme, si tu dois nous donner un chiffre sur 1,5 million à la fin de l'année prochaine, fin 2025, je te demande combien tu as gagné, quelle somme tu me dirais, voilà, c'est ok, je suis satisfait de moi. 10 000, 50 000, 20 000, 1 milliard. J'ai eu une discussion il y a quelques années avec une personne que tu connais bien et qui m'avait dit que dans le trading, en fait, les gains pouvaient être illimités. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus vraiment de rapport avec cette somme d'argent que je veux à l'année. Oui, mais là, tu passes par 4 chemins. Donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre sur 1,5 million. Si tu me dis que tu as gagné X, t'es content. Bon, écoute, si je fais 20% sur 1,5 million, ça me fera 300 000 à l'année. Tu vois, j'en serais content. Mais bah voilà, il a quand même réussi à le. Ah, et 15 minutes quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est parce que je veux gérer les émotions. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je prends un trade, j'engage un peu plus de 5 000 €. Tu vois. Donc sur cette histoire, comme j'ai donné cette image de mon escalier là, pour moi, quand je descends d'une marche, je perds 5 000. Par contre, quand je monte de 3 marches, je prends 15 000. Et mon but, c'est d'avoir la même émotion lorsque j'aurai un capital qui me permettra de prendre 50 000 de risque, tu vois. Oui, et comme ça, quand je monterai 3 marches, je prendrai 150 000. C'est la bonne démarche. C'est ce que j'ai appris à Mathieu. C'est ce que j'ai enseigné à Mathieu. C'est d'y aller pas à pas. Aujourd'hui, il est inarrêtable. Le gars, demain, il va gérer 1 milliard parce qu'il a compris ça. Et effectivement, c'est encore un conseil que je vous donne. N'allez pas trop vite en besogne. Step by step. Petit compte. On se fait la main. Et en fait, on fait exactement comme les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il apprend à répéter un mouvement, répéter. On peut prendre le tennis.
Nadal, bah, il va faire des milliers de fois le même geste pour que dans son match, bam, c'est un réflexe, c'est automatique. C'est exactement la même chose en trading. Vous allez devoir apprendre à gérer tout ce qu'on a déjà évoqué ensemble sur la chaîne. Et puis step by step, donc allez-y, tranquille. Petit compte, on fait évoluer, etc. On va demander un petit peu à Jean-Philippe son expérience, qui est voilà le plus débutant d'entre nous. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui où tu en es? Qu'est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as fait des erreurs? Lesquelles? C'est à toi. Eh bien, moi, je connaissais pas du tout les propres firmes avant d'arriver chez LST. Et je trouve que c'est déjà très bien parce que ça permet, en engageant une petite somme, de pouvoir avoir un capital et de trader comme si on avait un gros capital. Et pas risquer son argent. Et pas risquer son argent, oui. Et du coup, ben, j'ai suivi tes conseils. Et j'ai démarré avec un petit compte à 50 000 pour me faire la main. Pour moi, c'est une chance, c'est d'être arrivé dans une période un peu difficile pour nous, où c'est qu'on a enchaîné un peu les stops pendant un moment. Ah, quand Jean-Philippe nous a rejoint, vous l'avez vu, je vous ai déjà présenté ma courbe. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Il y a des bonnes phases, il y a des moins bonnes phases. T'es arrivé dans une phase où le marché est un peu plus difficile. Peut-être que j'étais aussi un petit peu moins bon. En tout cas, on avait eu une phase plus compliquée. Plus compliquée. Mais pour moi, ça a été une chance parce que justement, je suis arrivé et ça m'a permis de pas me dire que le trading c'était facile et qu'on allait de suite gagner de l'argent. Ce qui est presque dangereux dans l'autre sens. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre par une super phase et croit que la vie, c'est un kiwi. Et c'est ça. Et du coup, ben, j'ai suivi tes conseils. J'ai commencé avec ce petit compte. Pas longtemps après, j'ai vu que bon, je pouvais me le permettre. Du coup, j'ai pris un challenge d'un Top Step 150 000. Donc, le plus gros challenge chez Top Step. Et du coup, ben, je l'ai validé le 30 septembre. Et on peut dire quand même, premier challenge 150 000 pour Jean-Philippe. Est-ce que tu as ressenti un peu d'émotion? Est-ce que chez toi, tu as crié? Ah oui, j'étais trop heureux, trop content. C'est parce que j'ai démarré, même si je me suis pas fixé un objectif de temps, justement, comme on disait tout à l'heure, c'est compliqué de se dire, je vais vivre du trading. Non, je me dis, mais j'ai la chance de pouvoir me le permettre. Donc je me dis, c'est une activité que je veux faire à 100%, mais que ça sera un complément. Ça sera pas mon activité principale où je vais me dire, il faut que j'ai ça pour manger à la fin du mois, quoi. Ben, tout ce que j'enseigne. Et au final, ben, j'ai validé ce compte, j'étais hyper heureux, quoi. Et là, le but, c'est de faire le matelas, ce que tu conseilles aussi. Alors justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il est encore vivant, ce compte? Ah oui, oui, complètement. Tu es en train de faire ce qu'on appelle un matelas, donc ce que je leur conseille, c'est qu'une première partie des gains, on les retire pas, on les laisse sur le compte. C'est un peu ce qu'on appelle le drawdown. Ça va être notre marge de manœuvre. Et c'est que au-dessus de ça qu'on s'offre des retraits. Donc là, tu es en train de fabriquer ce matelas. Moi, je vous recommande $5 000 de matelas sur Top Step. T'es à combien à peu près? Mais je suis monté à 4 100. Je suis redescendu un petit peu. Là, je suis à 3 200. 3 200. Donc encore quelques trades gagnants, histoire de bien faire ce matelas. Voilà. Et après les premiers retraits. Et après le premier retrait. Belle victoire. Ah oui. Parce que je me souviens, on va pas citer les noms, on n'est pas là pour ça, mais quand tu nous as rejoints, il y a des gens un peu autour de toi qui t'ont dit fais gaffe, c'est de l'arnaque, tu vas perdre des sous, talada. Ça t'a affecté un petit peu? Tu t'es dit on verra bien, t'y croyais? Comment? Ben moi. Par rapport à ton entourage, ce qu'on peut te dire, c'est un peu. Voilà. Déjà, j'avais été dans la crypto déjà d'avant, donc j'étais un peu dans ce truc-là. Mais pour moi, il y a beaucoup d'arnaques, bien sûr. Sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Mais quand on rentre chez LST et qu'on écoute et qu'on suit la stratégie, tout ça, on se rend compte qu'avec du temps, et il faut se laisser le temps, il faut pas être pressé, mais que les mathématiques, ils font le boulot et qu'on y arrive, forcément. Et voilà, moins d'un an après, dans quelques semaines, je l'espère pour toi, tu vas nous faire un retrait, et puis le premier d'une longue série, et puis tu vas prendre d'autres challenges. Non, t'as déjà d'autres challenges. Voilà, j'attendais de valider mon premier challenge pour en prendre d'autres. J'ai pas été en prendre non plus beaucoup plus, j'en ai pris 2 de plus. Ah, mais c'est bien, voyez ce qu'il a fait. Plutôt que d'aller avoir les yeux plus gros que le ventre et tout de suite, ah bah, je fais un live stream, bon bah c'est bon, bam, et se mettre 5 challenges pour 750 balles par mois de coûts, bah tu as été crescendo, et il a aussi fait les choses correctement. Donc je le dis pour vous, même si voilà, le but c'est d'en avoir un maximum, apprenez à faire sur à solidifier vos connaissances et prenez le temps de faire monter ce capital en puissance comme Mathieu, comme Jean-Philippe. Et donc toi, alors imaginons que demain tu sois financé avec 3 comptes Top Step. Ok, donc tu as 450 000 de puissance chez Top Step. Donne-nous une somme à l'année
à laquelle tu serais satisfait. Donc tu as 450 000 $ de capital. Allez, pose tes balls, donne-moi une somme où tu dis ouais, là je suis content, mais sans parler de millions. Moi, avec 450 000, si j'arrive à avoir 30, 40 000 sur une année, ce serait très beau. Ce serait déjà très beau. Eh ben, on va aller les chercher. Moi, je vous le dis, si vous venez dans l'école, vous écoutez ce que je vous dis, que vous appliquez correctement à la fois le système, techniquement, mentalement, money management, que vous prenez votre temps et que vous avez cette vision long terme, ça va le faire. Tom, Oui. toi aujourd'hui, pas de propre firme, que du capital propre. Moi, j'utilise un petit peu TopStep en compte, je dirais pas de backup, mais juste quand j'ai envie de passer un petit peu de temps dessus pour tester des stratégies surtout, pour voir un peu pour essayer d'optimiser les miennes. Donc moi, je suis plus sur mon capital propre et le propre firme, j'utilise vraiment comme, je dirais, laboratoire pour tester des choses et éventuellement s'y faire des compléments de revenus parce que ça permet de faire un effet de levier comme on l'a dit au démarrage. Donc je dirais risquer moins d'argent pour avoir des meilleurs résultats. Donc moi je m'en sers vraiment pour ça. Ok, super. On va parler un petit peu émotion, le bien, le moins bien. Je vais vous poser deux questions. Je vais vous poser comme ça, vous allez réfléchir pendant que les autres répondent. Quelle a été votre plus grosse joie dans l'expérience que vous avez, la fois où vous étiez le plus content, et quelle est votre plus grosse déception ou la fois où vous étiez le plus vénère, vous avez fait la plus grosse bêtise. Ok, on va commencer par toi, Tom, qui a plus d'expérience, ça laissera aux deux autres. Et je vous donnerai la mienne également. On va commencer toujours. La plus grosse joie, ça a été, je dirais, le premier gros trade qui a été réussi dans ma vie. Bon, ça remonte à très loin maintenant, qui était sur Google à l'époque. C'était un de mes mon premier trade de ma vie où j'entrais sur les marchés. Et de voir de gagner, d'avoir pris la décision tout seul parce que ma famille m'avait dit non à l'époque, n'y va pas parce qu'ils venaient de prendre une douche sur Eurotunnel, pour ceux qui ont connu à l'époque. Les actionnaires ont été rincés. Et voilà, c'était la première victoire qui a été... tu vois, tu mets de l'argent, c'est monté très très rapidement. En l'espace de quelques temps, ça fait x5, x6. Tu te prends pour le dieu du monde, tu fais c'est hyper facile, quoi. Je mets 1000 €, je gagne 6000. Demain, je mets 10 000, j'en gagne 60. J'en remets les 60, je suis multimillionnaire en 5 minutes. Donc, je dirais que ça, c'était mon plus beau souvenir, parce que c'était le démarrage, en fait, de tout ça, de toute cette activité. Et après, le plus mauvais souvenir, c'était sur les cryptos. Quand on avait décidé avec un copain de faire un challenge à la con, entre nous, de dire, on a investi 15 000 €, on essaie d'aller au million, et que du coup, j'ai pas débouclé à 980 et des brouettes, et que 4 jours après, j'avais 0 sur le compte. Là, sur le coup, c'était ma plus grosse déception, parce que je dis, t'es vraiment con, en fait. À un moment donné, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi tu l'as pas fait? Et là, on passe sur les émotions. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. Sur le côté égo, le côté j'ai envie d'avoir raison, le côté je peux le faire, le côté c'est pas très grave. Il y avait plein de configurations graphiques. Bon, c'était en 2017 qu'ils disaient ça va baisser. Tu dis non, ça va juste monter, juste pour te dire je l'ai encore fait. Et là, tu viens dans l'émotionnel. Et là, je m'en suis vraiment voulu parce que c'est un impact qui a été important après sur ma vie. Donc voilà, c'était le plus gros échec, c'était celui-là. Moi, je vais vous raconter le temps que vous finissiez votre réflexion. Plus grande joie. En fait, ce qui est assez... J'y pensais pendant que tu répondais, j'ai pas d'énormes joies. J'ai des choses, des petites joies, mais on va dire que la fois où j'étais le plus satisfait, c'était au Brexit. Je vous explique. À ce moment-là, je travaillais en Andorre, dans un petit fonds d'investissement, on va dire, personnel. C'était l'argent de José, l'un de mes investisseurs, qui était d'ailleurs comme ma propre firme, finalement, à l'époque. Et j'étais junior, c'est-à-dire que j'étais pas le principal. J'étais un peu l'assistant du trader principal, dont je tairai le nom parce que c'est pas très cool de partager ça, puisque l'expérience elle est négative pour lui. Et du coup, ce monsieur, très bon analyste, peut-être un peu moins bon trader parce que un peu d'ego, etc. On est au Brexit. Alors si vous vous souvenez, le Brexit, c'est un vote qui a été proposé aux Anglais de leur proposer de sortir de l'Union européenne, qui était l'actualité du moment à ce moment-là sur les marchés financiers. À ce moment-là, nous, on tradait les futurs déjà. Et on tradait plutôt les futurs européens, CAC, DAX, etc. Et le chef du bureau, entre guillemets, il décide de jouer le fait que le Brexit ne se passera pas. Donc il se met à acheter une très grosse taille de position proportionnellement au compte.
Ok, je sais plus combien de contrats, mais plusieurs dizaines. Ça représente beaucoup d'argent. Et ce qui est d'ailleurs, en plus, c'est l'argent de José. Donc on a une responsabilité. Et ça se passe normalement, c'est-à-dire que la position, elle se construit, ça monte un tout petit peu, et il y a le Brexit. Donc lui, il décide de garder ce qu'on appelle overnight, de jouer que le lendemain matin, on a la réponse à 7 heures du matin, Brexit passe pas, et les marchés comptants explosent, donc on fait un énorme gain. Sauf que, moi aussi, j'ai la main sur ces comptes-là, c'est-à-dire que je peux déboucler les positions qu'on prend entre guillemets en commun. Et après ma journée de bureau, je rentre à la maison et j'avais le réflexe d'avoir les graphiques à la maison, même si je faisais autre chose, je regardais ce qui se passait, surtout quand on était en position. Là, je faisais moins de day trading à moi, des fois on avait des positions un petit peu plus longues, donc je regardais le CAC, etc. Et je vais pas dire que j'ai un pressentiment, mais pour moi, c'est pas sérieux. Déjà à ce moment-là, je trouve que c'est pas sérieux de jouer une news et de jouer un coup de poker avec pas notre oseille, et avec ces montants-là, parce qu'on parle d'un risque de plusieurs centaines de milliers de dollars. De vrai argent, pas de propre fiat. Et j'appelle José, et je lui dis, je le vois, je lui dis, écoutez, voilà, il y a une position qui a été prise, je fais pas la balance, c'est lui qui l'a pris, là. Je dis, mais je préfère par professionnalisme ou par sécurité, couper cette position et pas jouer la news. Donc lui, il comprend pas trop ce qui se passe, que c'est pas son truc, et il est content que le petit jeune il prenne soin de son argent, qu'il me dit bah fais comme tu le sens, etc. Je coupe le trade. 2 secondes après, mon téléphone il sonne, la personne en question qui qu'est-ce que t'as fait, j'ai vu qu'il n'y avait plus la position, t'es vraiment une flippette. J'ai dit je suis pas à l'aise, j'ai pris cette décision là, c'est comme ça. Bref, la soirée se passe, l'histoire est un peu longue, hein. Je vais me coucher, je dors, je me réveille le lendemain à 7 heures, le premier réflexe que j'ai, c'est de voir si j'ai bien fait ou si j'ai fait de conneries. Brexit passe. Je regarde les graphes, moins 7%, je crois, sur le CAC, réaction, on aurait éclaté le capital. C'est-à-dire qu'il y a plus de sous. C'est fini. Donc, je suis quand même assez satisfait parce que cette décision de prudence a décidé de la suite de ma vie. Si aujourd'hui on est là, c'est grâce à cette décision. J'appelle quand même le gars en question, je dis alors t'as vu, j'ai bien fait de couper. Ouais, bah de toute façon t'as coupé, ça sert à rien d'en parler. Bon, soit. Mais quelques semaines après, c'est moi qui étais à la tête du fonds. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir du capital plus important à gérer, de me faire, parce que j'avais des bonus sur les résultats, de me faire mon propre capital, d'être crédible aussi aux yeux des gens sur les réseaux, et puis derrière de pouvoir monter, m'installer à Dubaï, etc., etc. Donc il y a plein de petites choses dans la vie. Des fois, on se rend pas compte qu'une décision peut complètement changer toute notre vie. Et je suis content de vous la partager parce que pour moi, c'est avec le recul, c'est ce qui a changé un peu ma vie, quoi. Une décision de prudence. Et le truc le plus pourri, bon, j'ai fait des conneries comme tout le monde, j'ai fait des all-in sur des comptes propres firmes, j'ai fait des trades où j'ai pas mis de stop, enfin tout ça on l'a tous fait, je pense. Ouais, peut-être le premier compte, je pense que vous allez vous en rappeler de votre premier compte aussi, les amis. À ce moment-là, je dépose 1000 balles, je crois, chez un broker CFD, et c'était mes seules 1000 balles. Je venais de toucher mon salaire, j'avais un peu plus que ça en salaire, mais si je prenais 1000 dessus, je sais que le mois il allait être difficile, et je les dépose. Parce que pour moi, j'avais tradé qu'en démo à ce moment-là, je parle de ça il y a 13-14 ans. Je devais passer de 1000 à 1 million, c'était sûr. La méthode, en plus, elle ressemble à rien, il fallait des croisements d'indicateurs, des massés, des trucs qui arrivent jamais, mais ça allait monter à 1 million, c'est sûr. Donc, premier trade, 500 de risque sur 1000, c'est normal. Euro-dollar, 30 piges de stop. SL instant, moins 500. À l'époque, on avait un levier énorme qui pouvait nous permettre de prendre des grosses positions avec des petits capitaux. Et au lieu d'attendre un autre signal, je vais me refaire. Je reprends la même. Deuxième stop, terminados. Et j'ai brûlé le capital en du trade instant. Et il y avait rien à faire sur ce graphique. Mais j'ai tradé parce que j'ai reçu le mail du broker qui me dit que l'argent était crédité. Et j'attendais ça depuis une semaine ou deux. Tu sais, voilà, je fais le truc de débutant. Ah, ça y est, l'argent est sur le compte, vite. Je vais voir s'il y a un truc à faire. Ah, cramé. Donc, ça m'a fait mal. Ça, je me souviens que ça a été douloureux parce que, putain, j'ai pris le métro, j'étais à Paris à ce moment-là, j'ai pris le métro, j'étais un loser, quoi. Je suis vraiment une merde. Donc, voilà, ça m'avait un peu frappé. Jean-Philippe. Moi, mon plus gros succès, on va dire, c'est de valider mon 150 000.
Raconte-moi, est-ce que t'as fait un truc, genre, ouais, t'as couru chez toi? Bon, je criais pas parce que ma fille dormait, mais je suis parti dans la chambre avec ma femme et On veut pas. c'était la joie, c'était vraiment la joie. Ah, Il a TP, quoi. T'étais content. J'étais très content. Et une déception. Et la déception, ouais, c'est que, comme on dit, premier compte, on va la faire la connerie. Et il y a eu une semaine où c'est que on a pris un trade et c'était sur une bulle. Et je suis pas arrivé à rentrer au même moment que toi. Et j'ai pas mis mon stop du coup comme toi. Et au moment où moi j'étais stoppé pour 2 points. Et du coup, j'ai eu la possibilité de re-rentrer au même niveau que toi, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire. Et du coup, j'ai pris 2 stops au lieu d'en prendre qu'un, quoi. Ok. Bon, c'est une petite déception. C'est pas encore trop grave, mais ouais, discipline. Et, voilà. On sent en fait finalement, on a toujours ce démon qui est là. Il y a un abonné une fois en séminaire qui m'a dit, moi je vois les choses comme j'ai un ange ici, j'ai un diable là. Donc j'ai ma version bien, ma version pas bien. Et ma version bien elle me dit n'y va pas, rentre pas, c'est pas un signal. Et puis l'autre il dit vas-y, porte tes balls. Et on est toujours quand même, on peut pas complètement éliminer ça. C'est-à-dire qu'on aura toujours cette tentation du trade du Seigneur, d'aller quand même. Et donc l'idée c'est d'essayer de le contrôler. Et lui il m'avait donné une astuce, il m'avait dit je le nomme. Et il lui donne un prénom, par exemple Michel. Non Michel, je n'irai pas dans ce trade. Et pour lui ça marche. C'est pas pour tout le monde cette technique-là, mais il nomme son ego ou son diable. Pour dire mais non Michel, c'est pas un bon trade, je t'assure que bref, c'est comme ça qui arrive. Mais voilà, même après 10-12 ans, moi des fois j'ai des je vais pas dire des pulsions, mais des fois j'ai des déceptions quand ça passe pas alors que c'est juste normal. Des fois j'ai quand même envie d'y aller alors que il y a un contre-argument. Je peux être agacé, c'est toujours pas très très loin. Et le tilt, il peut toujours tomber. Et je m'en rends compte maintenant que bon, je sais pas si ça se voit la vidéo, mais j'ai un peu repris le sport et tout. Ça aide beaucoup. Je pense que le trading, c'est un sport de haut niveau. Il y a 5% des gens qui gagnent. Donc pour faire partie des gagnants, je parle pas du gars qui fait un coup et cherchez pas à faire un coup. Je vous parle d'une rentabilité pérenne. Il faut être parmi les meilleurs, à la fois sur les graphes, mais surtout dans l'attitude. Et c'est un tout. Je vais pas faire le mec parfait qui prend des douches froides à 5 heures du matin. Mais mine de rien, du sport, bien manger, bien dormir, aller sur les graphes que quand on est à 100%, tenir un journal de trading, débriefer ses trades, avoir une discipline, etc., etc. Ça fait vraiment la différence. Et ces histoires de bains froids, ces bains glacés, mine de rien, moi je trouve que c'est génial. Je leur ai fait faire des bains glacés à tous. Ça paraît comme ça un peu abstrait. Dire je vais aller dans un bain glacé, du coup je vais gagner en trading. Mais en fait, le fait d'aller dans la glace, c'est un truc contre nature, un truc au mental. On se force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça la discipline. C'est se forcer à respecter des règles qu'à la base on n'a pas forcément envie de respecter. Et je tiens X temps et plus longtemps que ce que je voulais parce que je veux sortir, j'ai froid, mais je tiens un peu jusqu'au bout. Finalement, j'apprends à mon cerveau à respecter des règles et à me dépasser. Et j'adore les bains glacés parce que ça repousse un peu les limites, ça apprend à être discipliné et ça apprend à aller contrôler ses émotions. Et c'est un peu plus facile ou un peu moins dur sur les graphiques avec ce genre d'exercice. Donc peut-être que sur la chaîne, mettez-le moi en commentaire. Alors, je sais pas si je vous partagerai des bains glacés de moi en maillot de bain. Je suis pas sûr que ce soit top pour la chaîne. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, en tout cas, je vous en partage régulièrement et je ferai sûrement une vidéo à ce sujet-là parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mathieu, qui veut réagir là-dessus, je le vois. Iceman, Mathieu, qui m'a absolument surpris. Il a fait un temps incroyable dans le bain glacé. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience par rapport à ça? Écoute, concernant le bain glacé, c'est vrai que quand on parlait un petit peu en live, j'ai commencé à prendre des douches froides à la maison parce que je savais que lorsque je serais venu à Koh Samui, tu m'aurais mis un peu au défi d'aller dans le bain glacé. Donc la douche froide, c'est pas mon truc. Il y a d'autres défis. La douche froide, c'est pas mon truc. Donc je m'étais préparé, hein. J'avoue, j'ai travaillé dessus. Et puis après j'ai laissé couler parce que je me suis dit c'est bon, je suis assez discipliné, j'ai pas besoin de ça. Alors j'ai découvert le bain glacé la première fois avec toi au premier sauna. Et c'est vrai que je comprenais pas trop l'intérêt, donc je me suis mis dans cette eau froide et je suis resté 1 minute dedans. C'est bien ça. Par contre, la seconde fois, quand tu me l'as proposé, j'avais pas envie de le faire. En fait, moi, je pense que je suis quelqu'un déjà de discipliné. Je fais du sport depuis longtemps.
j'ai eu une période de ma vie qui a fait que j'ai voulu être carré dans ma discipline pour avancer. Et en fait, tu m'as demandé d'aller dans le bain glacé. J'avais pas envie. J'étais un peu piqué. Tu m'as piqué et j'y suis allé direct par rapport au défi. Et en fin de compte, je suis resté un petit moment dedans quand même. Mais je l'ai vu autrement. Je l'ai fait au mental. Et tu comprends l'intérêt de faire ça par rapport au trading. Ouais, complètement. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand je suis rentré dans cette eau-là, je l'ai fait sans émotion. Donc, j'ai pas ressenti le froid. Je suis rentré dans le bain, j'ai eu froid, ok? Mais après, j'ai complètement oublié cette émotion d'avoir froid. Je regardais juste le chrono et je me mettais à chaque fois un objectif, tu vois? Comme les R. C'est exactement ça. Comme dans le trading. Chaque ratio, tu vois, on est habitué. 30 secondes ou c'est une minute. Voilà, c'est ça. Et d'aller au ratio 1, au ratio 2, au ratio 3, etc. Et là, j'ai fait la même chose et j'ai fait quoi, 5 minutes, c'est ça? Oui, 5 minutes. Ouais, 5 minutes. donc j'ai fait 5 minutes. Le problème, c'est que maintenant, j'ai un objectif à 6. Et tu vois. Surtout, j'ai un objectif à 2. Moi, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis obligé d'aller chercher 5. Les bains glacés, c'est génial, je vous assure. À la fois, c'est bon pour le corps, mais c'est surtout pour la tête. Comme je vous le dis, pour moi, le trading, c'est pas de la technique. La technique, ça en fait partie, évidemment. Il faut savoir pourquoi on achète ou pourquoi on vend, savoir analyser un graphique. Ça, je vous l'enseigne d'ailleurs dans le programme Livestream Trader. Je vais faire de vous quelqu'un qui sait prendre des décisions techniquement, mais c'est surtout dans la tête. Respecter ses règles, savoir ne rien faire, respecter son money management, accepter quand ça marche pas, rester humble quand ça fonctionne. Au début, on est un peu euphorique, on a fait un ratio de 3, un ratio de 4, 4 fois, 5 fois son risque. On veut reprendre un autre trade, on se dit, ah, j'ai un peu de gras, etc. Savoir couper, c'est aussi de la discipline. Et c'est ça qui va faire de vous quelqu'un qui gagne sur le long terme et qui va faire des retraits. T'as déjà fait des bains glacés, toi, Jean-Philippe? Oui. Alors, j'avais connu ça il y a déjà un petit moment au Mexique. Mais je l'avais pas associé au trading. Et ici, à Koh Samui, je l'avais pas fait. C'est avec toi qu'on a été en faire. Et c'est vrai qu'à force, quand on l'associe au trading, eh ben, on se rend compte que oui, c'est important. C'est comme le sport, c'est comme tout. Alors, est-ce que vous avez conscience quand même que j'y pense là, vous faites partie du top du trading? Est-ce que pour vous, ça, c'est quelque chose où vous roulez un peu des mécaniques ou est-ce que vous en rendez pas compte de ça? Non, moi, pas du tout. Pas du tout. Parce que là, les gens qui nous regardent dans les stats, il y en a 95% malheureusement qui n'ont pas vos résultats. Ouais, non, moi je m'en rends pas compte du tout. Là, je suis rentable, je fais des retraits, et c'est vrai que pour moi c'est devenu normal, tu vois. Donc force à ceux qui ne sont pas rentables actuellement, mais vous pouvez le devenir, les gars. On est passé par là, les gars. C'est pas j'arrive, je démarre, je gagne des sous. On est tous passés par là où vous êtes. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui atteint nos objectifs, c'est qu'on a tous persévéré, on a su se remettre en question quand il fallait, et surtout on a travaillé dur. Et on a appliqué, et on a fait des choses qui sont pas drôles. De rien faire pendant 4 heures, c'est pas drôle. Et toi, Mathieu, alors quelle est ta plus grosse joie et ta plus grosse déception, ta plus grosse erreur? Ma plus grosse joie, c'est quand j'ai réussi à faire un gros retrait, tu vois. Parce que ça m'a prouvé d'être capable de trader, parce que beaucoup de gens m'ont Découragé. M'ont découragé, m'ont donné leur peur, comme quoi que c'était de l'arnaque, comme quoi que ça ne pouvait pas fonctionner, comme quoi que ça ne marcherait pas. Après, faut les comprendre parce que voilà, ils sont dans un autre monde, une autre vision que nous, et voilà, ils ont peur de l'échec. Donc voilà, c'est pas. Ouais, je les comprends, mais en fin de compte, moi c'est tout. J'étais dans mon truc, et aujourd'hui, je suis très content d'avoir réussi, d'être rentable. Voilà, il y aura certainement des échecs par la suite, c'est possible, on sait qu'on peut perdre nos comptes, etc. Mais tu t'es prouvé à toi-même que voilà, c'est ça. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire, grâce à toi, parce que c'est ta stratégie que tu as mise en place. Et donc voilà, ça j'en suis très fier. Déception, de ne pas avoir démarré plus tôt, tu vois. Aujourd'hui, le fait d'avoir compris que ça fonctionne, j'aurais tellement aimé démarrer beaucoup plus tôt. Mais c'était comme ça, tu vois. C'était la vie et c'est tout. C'était jamais trop tard pour bien faire. C'est aussi souvent ce qu'on me dit sur les cryptos ou sur d'autres sujets. Est-ce que tu crois que c'est encore le bon moment? En fait, il n'y a pas de bon moment. C'est toujours le bon moment. Le bon moment, c'est le maintenant. À partir du moment où on se met à faire les choses correctement. Toi, tu as démarré il y a 20 ans, tu avais 20 ans. Toi, tu as démarré il y a 1 an, tu avais déjà 46. Toi, tu as démarré il y a 5 ans, tu avais une bonne trentaine. Il y a pas de meilleur moment. Et une question à laquelle je pense, est-ce que vous pensez que tout le monde est fait pour le trading? Est-ce que tout le monde peut faire du trading?
Ma réponse est non. Tout le monde n'est pas fait pour le trading. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une certaine capacité intellectuelle pour se maîtriser, pour accepter d'avoir une certaine appétence au risque. Donc, tout le monde n'est pas dans la capacité de le faire. Il y en a qui sont très bons sur certaines tâches, d'autres qui ne le sont pas sur d'autres. Et en trading, c'est pas, il y a des personnes qui ne seront pas bonnes pour faire du trading. Par contre, qui peuvent être très bonnes en analyse technique. Mais en opérationnel, ils n'ont pas la capacité, je dirais, émotionnelle pour pouvoir gérer des positions. C'est pour ça que, d'ailleurs, si on fait le parallèle en banque, il y a des analystes qui font que des analyses, des gestionnaires du risque qui font que de la gestion de risque et des opérateurs qui font que de l'opérationnel. Ils segmentent les tâches parce que chacune des tâches demande des capacités qui sont pas les mêmes. Comme j'ai dit, trader pour compte propre, c'est beaucoup de casquettes. On est à la fois l'analyste technique, on est ensuite l'opérateur qui prend les trades, le gestionnaire de risque, le coach, parce que voilà, quand on est tout seul devant son graphe, moi j'ai la chance, on me demande des fois, qu'est-ce que ça t'apporte aussi de transmettre tes compétences au-delà de la partie financière, parce que bien sûr c'est une entreprise aussi, l'école, et on va pas se cacher, il y a aussi un côté monétisation de ses compétences, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un public tous les jours à qui je dois prouver tous les jours et à qui je dois montrer la meilleure version de moi-même. Donc moi ça m'aide aussi, ça me canalise. Je sais pas si je serais aussi bon si j'étais tout le temps tout seul devant mes graphes. Là, le fait d'avoir 3, 4, 5, 6, 700 personnes, des fois, en live, qui regardent ce que je fais et qui espèrent que je vais leur expliquer ce que je pense, ça m'oblige aussi à être tout le temps au top. Donc, un conseil que je peux vous donner, vous qui êtes peut-être aujourd'hui tout seul, c'est d'abord de rejoindre. Mais si vous ne rejoignez pas, c'est d'imaginer que pendant votre session de trading, votre match, comme je le dis, eh bien, faites comme si vous donniez des trades à une communauté, et en tout cas, vous deviez expliquer votre process de réflexion. Ça va peut-être vous éviter aussi des tilts et de faire des bêtises. Je parle de match parce que voilà, j'ai aujourd'hui segmenté ma journée. Je ne trade que autour de l'ouverture américaine. C'est mon match. Je prends jamais de trade le matin, je prends jamais de trade le soir. J'ai que des positions à ce moment-là et ça me va très bien. Est-ce que tu penses que le trading est fait pour tout le monde? Ouais, je voudrais rebondir par rapport à ce que Thomas a dit. Je pense qu'on n'est pas trader. Tu vois, on n'est pas trader. Donc moi je pensais pas être capable de trader. Je pensais que c'était réservé à une élite. Mais ce qu'il y a, l'élite. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le trading, j'ai découvert pas mal de choses sur moi-même. On parle souvent de discipline, etc. Moi j'aime bien qu'il y ait des règles, que ça soit très carré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces règles, si je perds, que j'ai respecté mes règles, ça me dérange pas. Je ne supporte pas de perdre sur un setup, par exemple, et que j'ai pas respecté mes règles. Ça, c'est quelque chose que j'accepte. Est-ce que tu serais content de gagner en faisant un trade un peu foufou, n'importe quoi? Non. Ça explose, c'est la Fed, j'achète, j'ai gagné 1000 $ en faisant n'importe quoi. Non, pas du tout, parce que pour moi, c'est de la merde, c'est du jeu, ça m'intéresse pas. Voilà. Moi, je trade uniquement mes setups. Voilà, c'est tout. Je fais uniquement ça. C'est tout. Quand il y a la Fed, je trade pas. De toute façon, je fais autre chose. Je prends pas de risque, ça me sert à rien. Donc du coup, mais je voudrais rebondir sur ça. Je pense que tout le monde est capable, au moins, d'essayer et d'apprendre sur soi-même. Il faut tester, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Ne faites pas la même erreur que moi. N'attendez pas que tout le monde réussisse pour peut-être un jour, etc. Essayez. Et il y a aussi une chose, j'en discutais hier. Je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer de personnes légitimes, peu importe le domaine, qui peuvent apporter leur expérience et leur connaissance pour nous faire gagner du temps, quoi. Là, moi, j'ai voulu apprendre le trading. J'ai rejoint ton école, tu vois. On voit qu'avec les 5 ans, il y a eu plein de choses. J'ai évolué à ma manière. Si demain, je voudrais me former et partir dans un autre domaine, je chercherais quelqu'un qui soit légitime dans ce domaine-là pour apprendre avec lui et de prendre son expérience, gagner du temps. Donc voilà, j'ai pas de promo à faire pour toi, tu vois. J'y gagne quand même, ce serait bien. Non, oui, pour te faire plaisir et pour faire évoluer cette école, parce que je pense vraiment que tu mérites avec tout ce que tu apportes. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai rien à gagner, tu vois. Moi, je trade mes comptes, propre firme, personnelle. C'est bon, il y a assez d'argent à se faire là-dedans. Donc, c'est pas pour ça. Il y a tellement de contenu dans l'école. Il est rentable. Nous sommes devenus rentables. Donc, voilà, faites ce que vous voulez, mais... C'est ce que je dis souvent. Souvent, on me demande tes résultats. Évidemment, ça appuie ma légitimité. On est d'accord qu'un coach sportif, si je te choisis en coach sportif, mais que t'es comme ça, je vais évidemment aller plus vers quelqu'un qui est gaulé. Donc, quand on va apprendre le trading, on va aller voir quelqu'un qui gagne. Mais mes plus beaux succès, c'est pas mes retraits, c'est vos retraits. Quand vous me partagez, peu importe les sommes, mais merci Romain, après 1 an, 2 ans, je suis passé par des phases plus difficiles, ou toi que tu m'expliques, j'ai
passé par un drawdown, mais j'ai rien lâché, puis finalement, j'ai retiré 4, 5, 10, 15 000 $. C'est ça pour moi le plus beau succès, en tout cas, d'un programme de formation. Bien sûr que le coach, c'est important, mais Zidane, quand il était entraîneur du Real, c'est pas lui qui marquait les buts. Il faisait en sorte que les meilleurs joueurs soient dans les meilleures conditions et que ce meilleur système puisse faire en sorte qu'il y ait plus de buts que l'adversaire. On marque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, en tout cas, merci pour ces compliments, mais quand vous me partagez vos succès, je suis le plus satisfait des coachs. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même, le trading? Jean-Philippe, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi? Moi, ce que ça m'a appris sur moi, ça m'a déclenché l'envie d'être plus discipliné, mais pas que dans le trading, dans la vie aussi. Ouais. Du coup, je faisais déjà un peu de sport avant, mais je me suis vraiment mis à fond. À la boxe aussi. Ça se voit, hein, t'as perdu. Ouais, j'ai perdu une douzaine de kilos quand même. Et du coup, les bains froids, le sport, l'alimentation, très important. Et du coup, ça m'a apporté cette discipline et me fixer un objectif, pas sur du temps, mais un objectif plus tard. Je me dis plus tard, mais arriver à des beaux résultats. Ouais, c'est incroyable à quel point ça change notre mode de vie. Moi, en tout cas, ma vie, elle est dédiée et au trading et à l'école. Et on n'a pas le choix pour être performant. Il faut s'organiser à la fois dans son propre trading, je le disais, journaux, etc., mais à la fois dans son mode de vie. Moi, voilà, je suis un fêtard, j'aime bien boire un coup, etc., mais j'ai des règles. La semaine, niet. Il faut mes 8-9 heures, le sport, les bains froids. Et vous me demandez encore une fois, parfois, comment je peux faire, Romain, pour avoir ta discipline? Organisez-vous. Si vous voulez faire quelque chose et être le meilleur là-dedans, faites-le à fond. Vous pouvez pas le faire en dilettante. On peut pas faire du trading comme ça, un peu comme on veut, sortir tous les soirs, avoir une vie déjantée et être rentable. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Yeah. Je sais pas si t'es d'accord, Tom, toi qui es plutôt aussi d'une nature disciplinée. On le voit dans cette vidéo. D'ailleurs, on n'a pas de foufou. Ils sont tout calmes, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, le trading? Beaucoup de choses. Le trading, c'est... comment expliquer de manière assez simple? Dans le trading, tu vas passer par toutes les émotions que tu peux avoir au niveau de l'humain. La joie, la peine, la déception, l'avidité, la jalousie aussi, parce que quand tu vois que tu es le seul qui a perdu, que tous tes copains autour ont gagné, il y a aussi toutes ces émotions-là. Donc au final, c'est vraiment un miroir de soi au travers des marchés financiers, parce que le marché financier, c'est beaucoup de psychologie. Donc au fur et à mesure du temps, ça permet de mieux se connaître, de mieux s'accepter aussi, dans les bons et les mauvais, hein. Côté gambler, le côté beaucoup plus calme, le côté un peu foufou. Et au fur et à mesure du temps, par le trading, ça peut être je dirais pas une bonne thérapie, c'est un peu fort, mais je peux utiliser le mot, une bonne thérapie pour se connaître et se développer, je dirais, de soi-même, pour arriver à une meilleure version simplement. D'avoir plus de discipline, d'accepter. Ça nous sert dans la vie de tous les jours, en fait. Que d'être systématique, d'être pragmatique, d'être discipliné, etc. Moi, ça va me servir, en tout cas, dans la vie de tous les jours. Je t'ai coupé, pardon, Maintenant, j'ai une question à te poser qui te concerne toi personnellement. Alors, qu'est-ce que tu te dirais à ton toi 5 ans en arrière? Si tu pouvais te rencontrer il y a 5 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Comme meilleur conseil, comme recommandation? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Introspection. Je continue, doute pas, avance, fonce, lâche rien. Il y a 5 ans, alors à titre personnel, c'était un moment un peu plus compliqué dans ma vie perso. J'étais en Andorre, j'étais en couple, c'était le début de la fin, on va dire. Ça peut faire douter parfois, hein. Je pense que vous avez compris que nos situations personnelles avaient un impact aussi sur notre trading. Faut apprendre à laisser les problèmes entre guillemets au vestiaire, mais des fois c'est plus fort que nous. Voilà, lâche rien, fonce, continue. Le travail paye. Il payait déjà il y a 5 ans, mais ça paiera encore plus dans 5 ans, donc fonce. Pas de doute. Parce qu'un trader qui doute, il est mort. Donc, aie confiance en toi, applique les stratégies et vas-y. Alors par contre, jamais j'aurais pensé il y a 5 ans être en Thaïlande aujourd'hui. Ça, c'est quand même un truc de fou. On va revenir, Mathieu, sur ce que le trading t'a apporté, puisque je sais que tu as très envie de répondre à cette question. Et après, je vous poserai des questions sur la Thaïlande. Qu'est-ce qui t'a apporté le trading, toi? Moi, le trading m'a apporté la gestion des émotions. Tu vois, j'ai découvert ça, à gérer les émotions. Je suis passé par différentes étapes pour apprendre à les gérer. Et il y a une chose aussi que j'ai découvert, c'est de prendre des décisions. Que la vie, c'était uniquement des prises de décision avec des conséquences.
Et au fait, aujourd'hui, tu vois, il y a une chose que j'accepte pas. Je n'accepte pas une conséquence qui n'est pas due à ma décision. Et ça, je ne le supporte pas. Un exemple? Un exemple, qu'une personne me dise de ne pas faire ce choix-là, que ce n'est pas bon pour moi. Au final, moi, je pense que cette décision est bonne pour moi et il faut qu'il y ait une conséquence et on verra bien. Ça sera ou positif ou négatif, mais ça permettra d'avancer dans ma vie et voilà. Et puis il faut y aller. Je parlais de mauvaises choses, de mauvais souvenirs, mais un truc auquel je pense, que tu viens de me dire, est-ce que il s'est passé un gros drame dans votre vie? Et est-ce que vous pensez que ce gros drame, moi je sais que la réponse est oui, a joué dans votre mindset, dans votre choix de faire du trading, de le faire comme vous le faites et d'avoir cette vision? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi récemment? Désolé d'en parler, Mathieu, mais je crois qu'on a tous ça en commun. C'est un moment un petit peu émotion, mais... Non, c'est pas ça. Non, mais écoute, moi j'ai perdu mon père il y a quelques mois. Pour moi, j'avais déjà cette envie d'avancer, mais là c'est bon, pour moi il faut y aller, let's go. J'ai envie de faire uniquement ce qui me plaît dans la vie. Je pense que la vie elle passe très très vite. Mon père il est décédé là à 61 ans. Donc du coup, moi j'ai 36 et maintenant j'ai envie de faire ma vie comme je le souhaite. Je fais mes choix, il y aura des conséquences de chaque décision qui me sont propres. Puis let's go, faut y aller, quoi. Désolé de reparler de ça, mais je suis obligé de le mettre en évidence parce que j'ai perdu mon père il y a 10 ans et ça a été un des éléments qui m'a donné envie de me défoncer. Et que ce malheureux événement, je m'en suis un petit peu servi comme un moteur. Parfois, les événements négatifs de notre vie, on n'a pas le choix de toute façon. C'est arrivé, c'est comme ça. Peu importe comment c'est arrivé, on peut pas revenir en arrière. Du coup, je m'en suis servi comme une force en imaginant que voilà, il m'observait et que pour lui, je devais donner le meilleur de moi-même. Mais en même temps, ça m'a aussi montré qu'on n'avait qu'une vie et que ça peut aller très très vite. Et donc, si tu fais pas ce que tu as envie de faire, si tu te lances pas dans ce quoi tu as envie de lancer, ou en tout cas si tu n'essayes pas, tu vas le regretter toute ta vie. Donc, Jean-Philippe, désolé d'en parler ici, mais je crois que... Moi, c'est la même chose, coïncidence, mais j'ai perdu mon père en arrivant ici à Koh Samui. Et c'est pareil, hein, c'est cette motivation de le rendre fier. J'aurais aimé qu'il soit présent et de lui montrer tout ça, mais je sais qu'il me regarde et qu'il est très fier de tout ça, ouais. Donc on a ce truc en commun et effectivement, moi ça m'a fait comprendre qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut faire les choses à fond et que voilà, vous devez vous lancer. C'est peut-être en training, c'est peut-être autre chose, mais faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez d'écouter l'avis des gens. La seule personne que vous devez convaincre et à qui vous devez prouver, c'est vous-même. Donc faites les choses. Allez à fond, allez au bout. Toi, Tom, je crois que tu n'as pas perdu ton papa, mais je crois que tu as perdu ta maman, c'est ça? Ouais, j'ai perdu maman il y a 10 ans aussi, juste un petit peu avant ton père. Moi, elle était malade depuis longtemps, donc j'ai pu me préparer un petit peu. Mais pour pas rentrer trop dans les détails de ma vie, mais c'est vrai qu'assez tôt, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des choses un peu compliquées par rapport à ça. Mes parents étaient malades, j'ai un de mes meilleurs amis qui a fait un test de suicide et tout ça en même temps. Donc c'est vrai que assez tôt, je me suis dit, faut vivre les choses à fond, tenter des aventures, et puis après, on voit ce qui se passe, quoi. Et c'est aussi été un moteur qui fait que malheureusement, pour faire le parallèle, c'est souvent quand on vit des épreuves comme ça que on se rend compte des choses. Et que avant on me disait oui mais t'inquiète pas, ça peut aller vite, mais tant qu'on l'a pas vécu, c'est vrai qu'on se rend pas compte l'impact que ça a de perdre des gens qui sont très proches et se dire finalement oui ils avaient raison, il faut tenter les choses, se faire confiance, le regard des autres. Allez, on en a parlé en live, désolé de te couper, mais ça veut pas dire qu'il faut perdre son père ou sa mère pour réussir en trading, mais en tout cas, quand on a des événements comme ça, ou quand on a l'impression qu'à ce moment de sa vie, on est au pire moment, au fond du trou, c'est peut-être une formation, entre guillemets. Ça va vous permettre d'être plus fort. Moi, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me touche depuis ça. C'est-à-dire que les choses de la vie, oui, je peux être un petit peu agacé, mais ça passe vite. Et voilà, si toi, qui nous regardes, t'es dans un moment compliqué de ta vie, dans un moment... down, et t'es peut-être écrit que tu passes par là pour te rendre encore plus fort. On va parler de la Thaïlande, t'es à Koh Samui, toi tu es venu nous voir, toi aussi t'es venu me voir, c'est la première fois que tu es en Thaïlande, toi t'étais venu il y a 20 ans, très longtemps. Toi Jean-Philippe, ça fait 1 an et demi que t'habites là. Je suis obligé de vous demander, moi je suis tombé amoureux de Koh Samui, parce que je vous avoue que je connais pas le reste de la Thaïlande, c'est une île, il y a aussi ce côté zen, etc. Et si en fait la Thaïlande, je trouve qu'on y trouve ce qu'on a envie d'aller chercher. Il y en a pour eux, c'est synonyme de alcool, soirée, filles,
bar, d'autres c'est yoga, sport, boxe thaï. Moi, je suis un peu en mix entre les deux. On peut se faire plaisir, s'amuser, mais aussi en même temps être très très sérieux. J'adore les gens ici, j'adore la nature ici. Il y a plein de critères qui font que pour moi c'est le paradis. Qu'est-ce que tu penses de Koh Samui? Bah, écoute, moi j'ai toujours rêvé de vivre sur une île au bord de l'eau. Donc là, je pense que j'ai trouvé l'endroit. En plus avec les horaires et tout ça, avec la session US que je fais Le c'est soir. le soir, donc ça me va très bien. Et ouais, je pense que Côté LC, côté sport, sauna, boxe thaï, Ouais. sport, machin. ouais, c'est... j'aime beaucoup. Moi j'aime vraiment Koh Samui. Magnifique. J'ai eu un coup de cœur pour Koh Samui et donc j'ai l'intention de venir ici et faire un bout de ma vie ici. Donc là, je rentre en France, je fais ma valise et je viens. Et toi, JP, alors avant, tu étais au Mexique, hein? Oui, c'est ça. Nous, Arriba, avec ma España. femme et ma fille, on avait pris la décision de partir de la France. Et Pourquoi tu voulais partir de la France? voilà, pour plusieurs raisons. Ça faisait déjà des années que j'avais surtout cette envie d'aller découvrir ailleurs. J'ai toujours voulu C'était vivre au plus soleil. pour voir ailleurs ou pour quitter la France? Un peu des deux. Un peu parce que j'ai toujours voulu vivre au soleil. Et après, avec la France qu'elle devenait, ça me plaisait plus. Et je me sentais pas bien en France. Et du coup, en discutant, on était d'accord tous les trois pour justement faire l'expérience de partir, parce qu'on n'est pas parti en se disant ça y est, on va vivre ailleurs, mais on est parti du coup au Mexique où on a passé quasiment un an, très bien. Belle expérience. On a adoré, ouais, mais on n'a pas eu ce truc de s'installer. Et du coup, quand on a dit la Thaïlande, c'était un des deux premiers choix avec le Mexique, et on a dit on va aller voir la Thaïlande. Et quand on est arrivé ici, que ça soit moi, ma femme ou ma fille, Coup de cœur. on a adoré et vraiment, pour l'instant, on a envie de rester là, quoi. Et pourquoi Koh Samui alors à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'avait fait choisir Koh Samui en Thaïlande? Koh Samui Pourquoi parce pas que Phuket ou Mais Koh Samui parce que quand on a pris ce choix, ma fille faisait l'école en ligne, ça n'y allait pas du tout. Et Au CNED, c'est ça? ouais, au CNED, ouais. Et du coup, sa condition, c'était de reprendre l'école. Okay. Et du coup, on a cherché, on a vu qu'ici à Koh Samui, il y avait une école internationale française. Il y avait beaucoup de Français aussi, mais on n'est pas venu pour ça. Mais, ça rassure un peu. Ouais, aussi. ça rassure aussi. Et du coup, on s'est décidé on a beaucoup regardé les vidéos et tout ça avant, parce que on connaissait pas. Et du coup, on est venu tester, ouais. Nice. Moi, j'ai choisi Koh Samui en regardant les vidéos de Sabri Thai. Je pense que vous devez connaître sa chaîne, les gars, et même peut-être ceux qui nous regardent, qui fait des belles vidéos sur la Thaïlande, sur les expatriés en Thaïlande. Et je tombais sur plusieurs personnes, plusieurs profils, parce qu'ils présentent des gens en Thaïlande. Et ça m'a fait découvrir un peu Koh Samui. Ensuite, j'ai fouillé, pareil, je tombais sur différentes chaînes, notamment la chaîne de Gaël. C'est comme ça que je les ai connus. Gaël, qui est l'une des coachs de l'école. Et je suis venu voir ici, et pareil, coup de cœur, quoi. Quand je suis reparti à Dubaï, PLS. Alors que j'étais à Dubaï. Je suis pas reparti, excuse-moi, hein, dans le nord de la France ou à Paris. Je suis reparti à Dubaï. C'est quand même le top pour beaucoup des gens. Mais fallait que je revienne. Toi, tu viens d'arriver il y a 2 jours, il fait que pleuvoir, t'as pas encore eu le temps de voir un peu les choses. On va investir ensemble d'ailleurs dans un business, on peut le dire, dans un sauna ou coworking. Un coworking wellness. Ça va être top. J'espère que vous allez venir nombreux nous voir ici. Mais tu connaissais déjà la Thaïlande. Quelle image tu en as de ce que tu as vu pour l'instant? Ça a beaucoup changé. Moi, j'étais venu en 95, 16, 17 par là, ici, à Koh Samui, très rapidement. Donc, ça a beaucoup évolué Oui. en positif. La vie elle est cool. C'est vraiment une vie qui est détente. Donc, pour quelque chose qui est assez, je dirais, comment dire, c'est une vie qu'on peut avoir pour les gens qui aiment bien les choses un peu healthy, des choses qui sont très tranquilles. Voilà, une vie simple, c'est le mot que je cherchais, comparé à Paris, par exemple. Donc, moi, j'aime bien. C'est une vie comme ça. Je sais pas si moi j'ai la chance de bouger aussi. Je pense que c'est important de pas faire du full toute l'année, de sortir un peu. Je vais à Las Vegas, je vais régulièrement à Dubaï. Je fais 2-3 pays comme ça autour. Et c'est le trading aussi qui m'apporte cette chance-là. Pour revenir au trading et pour finir cette vidéo, les gars, si quelqu'un hésite à rejoindre Livestream, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Pourquoi Mathieu, il devrait rejoindre
le programme Livestream Trader? Eh bien, là aujourd'hui, j'appuie ta crédibilité sur le trading, la réussite du trading. T'es rentable, maintenant je suis rentable. Je veux dire, celui qui veut être rentable, il faut se former avec des personnes qui sont légitimes. Il faut arrêter de perdre du temps, quoi. Il faut y aller. Donc voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai rien à gagner là-dessus. Mais formez-vous avec des personnes qui réussissent. Voilà, vous gagnerez du temps et faites les choses. Allez-y. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Jean-Philippe? Ben moi, si je devais conseiller Livestream, il y a 2 points importants moi qui me sautent aux yeux dans cette école, c'est le côté mindset qui est tous les jours permanent et c'est ce qui nous pousse et qui nous motive et justement qui nous aide à pas craquer ou pas tilter. Et le plus important, c'est d'être en live tous les jours, que ce soit le matin dans le morning, parce qu'on fait nos plans le matin avec toi en live. Alors moi, je l'ai fait avant tout seul pour justement arriver au moment du morning et comparer ce que j'ai fait à ce que tu vois et essayer de me corriger là-dessus, ce qui permet de se former encore mieux, je pense, et d'être en live le soir, quoi, l'après-midi, parce que moi ici c'est le soir, mais d'être en live et de trader ensemble justement et de prendre les décisions ensemble, être d'accord, pas d'accord. Moi, ça me paraît normal, mais pour vous c'est important de voir les lives, ouais. de voir pourquoi j'achète là, pourquoi je vends là. Et je trouve que les formations, il y en a plein, mais il y en a peut-être pas beaucoup où je les connais pas, mais où on est en live comme ça et où on a ce suivi tout le temps, permanent. Et pour moi, je passe plus de temps avec vous qu'avec quiconque. Ah oui. Vous êtes ma meuf. Tom. Alors moi, je peux pas parler de l'école, parce qu'on se connaît en dehors de l'école. J'ai parlé plus de l'homme. Moi, je rentrerai, entre guillemets, je conseille aux personnes d'aller vers toi, parce que je pense que tu es quelqu'un qui est très pédagogue. Donc pour les débutants, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Et tu as des méthodes qui fonctionnent. On n'a pas les mêmes, mais moi je le vois, on se connaît depuis 12 ans maintenant. Je sais tes résultats. Donc là-dessus, ouais, je dirais que c'est 2 qualités pour quelqu'un qui veut apprendre le trading, d'aller vers quelqu'un qui connaît le marché, qui est vraiment là depuis très longtemps, qui a vécu différentes phases, qui est pas depuis 2 ans parce qu'il y a une période de hausse. On n'est pas dépassé par des très bonnes périodes, des moins bonnes phases. Donc il y a une vraie expérience qui va être transmise et surtout que tu sais la transmettre. Donc pour ces 2 choses-là, moi je dirais, ouais, je recommanderais des personnes de te rejoindre pour vraiment ces 2 qualités-là qui sont pour moi des qualités essentielles. Quand tu commences ou quand tu veux te développer, d'avoir quelqu'un qui soit capable de transmettre des connaissances et surtout qui a la connaissance, qui l'a vraiment vécu, qui l'a pas juste lu dans un bouquin, mais qui l'a pratiqué et qui la pratique aussi en live tous les jours. Et ça, il y a très peu de monde qui le fait, c'est plutôt positif. Et je le compare à un sport de niveau, mais un sportif, au bout de 10-12 ans de carrière, il va régresser. Nous, on est dans un domaine où plus on a de temps, plus on est encore meilleur. Et effectivement, se former avec quelqu'un qui fait du training depuis 6 mois, on voit l'émergence de coachs qui arrivent, qui sont mis au training l'année dernière. Pourquoi pas? Ils vont peut-être vous apporter des choses, mais effectivement, si vous voulez aller dans le fond, choisissez quelqu'un qui a vécu un peu toutes les phases de marché. Et pour finir cette vidéo, je voulais vous parler rapidement pour terminer du défi personnel que je me suis lancé, voir ce que vous en pensez. Et vous le savez, dans 26 jours, je rentre dans un camp de boxe thaï à Koh Phangan. Je vais faire de la boxe thaï pendant 1 mois, tous les matins, tous les après-midi, 6 jours sur 7. Et à la fin, si tout va bien, un combat dans un ring contre un autre boxeur. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça. Je me demande, non, j'ai fait ça pour le défi personnel. Je me suis dit, t'es en Thaïlande, c'est le sport national. C'est aussi un rêve de gosse de faire un fight. On a tous regardé Rocky comme ça, puis faire ça devant la glace. Je suis quand même très motivé par ça, mais en même temps, ça me fait un petit peu peur. Mais je vais le faire, je vais y arriver. Votre avis là-dessus, Jean-Philippe? Ben mon avis, tu vas parier sur moi ou sur l'autre? Bah sur toi, bien sûr. Mais t'es très courageux et au départ quand on en avait parlé, j'étais motivé justement pour venir au camp, pas motivé pour faire le combat parce que j'ai 47 ans donc c'est un peu différent, même si on se sent pas vieux, mais je vous prépare un documentaire là-dessus de ma préparation jusqu'au camp, puis le combat s'il a lieu évidemment. Je vous montrerai tout ça et j'espère que ça va vous plaire. C'est une autre facette de moi. Je vous expliquerai dans ce reportage pourquoi je me suis lancé là-dedans, etc., etc. Mais j'ai hâte. Là, je me prépare un petit peu. Je fais un peu plus de sport, etc. J'ai vraiment hâte de faire des beaux kicks et de bam bam. Ça va être sympa. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce camp de boxe thaï? Toi, t'as essayé un petit peu la boxe thaï? Moi, j'ai découvert boxe thaï avec toi. J'apprécie. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles techniques, etc.
la fight ne m'intéresse pas. Alors, on a été dernièrement voir un combat, c'est pas pour moi. J'ai apprécié le moment, mais c'est pas pour moi. Donc déjà, bravo, parce que tu as du courage de le faire. Je pense que tu as déjà eu pas mal de réussite dans différents projets. Tu as besoin de projets, que ce soit perso, business ou autre chose. Donc là, c'est un défi perso. Puis, écoute, je te souhaite le meilleur, mais je sais que tu vas aller au bout. On va essayer d'aller au bout. Tu viendras peut-être me voir, toi, Tom. Je serai là, ça dépend des dates, mais de toute façon, je serai de loin en train de regarder au minimum. Et je pense que ça va être une expérience qui va être dingue. Et ça aussi le trading, de pouvoir vivre des expériences qui sont uniques. Et ça va être super, c'est terrible. En tout cas, je vais m'y donner à fond. Merci les gars pour cette vidéo, ça fait maintenant presque 2 heures qu'on papote. On va arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était un podcast un petit peu extraordinaire, une discussion un petit peu de tous les sujets autour du trading. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu et de laisser un petit commentaire, une petite question éventuellement pour l'un des membres des To Be Free. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. Merci à tous, ciao, bye bye.